Bonsoir, c'est un sujet qui nous concerne tous que nous allons traiter ce soir, puisque nous allons parler d'un élément essentiel. Il faut dire qu'avec la morosité économique ambiante, il y a un phénomène que l'on constate de plus en plus. Nos habitudes sont en train de changer, notre mode de vie est en pleine transformation. Et le domaine où cette tendance est la plus visible, c'est justement celui de l'alimentaire. Manger sain, vite et surtout pour pas cher, voilà ce que la plupart d'entre nous recherchent actuellement. Alors ce soir, nous avons voulu savoir si l'industrie agroalimentaire était à la hauteur de ces nouvelles attentes. Que valent les nouveaux produits et les nouvelles formules qu'on nous propose aujourd'hui? Et puis, peut-on vraiment manger sain quand on mange vite et pas cher? Alors on l'a dit, aujourd'hui la grande tendance c'est de vouloir manger le plus vite possible. Il faut dire qu'actuellement, en semaine, la pause déjeuner est de plus en plus courte et quant au dîner du soir, on n'a plus forcément l'envie ou le temps de préparer un grand repas. Résultat, eh bien, en 30 ans, on a divisé par 3 le temps que nous consacrons à un repas. En 1975, il durait 1h38 en moyenne. Aujourd'hui, il ne dure plus que 31 minutes. Alors évidemment, ce type de comportement favorise les plats ou les produits plus rapides à préparer, comme par exemple les nuggets. Les nuggets, ce sont ces beignets de poulet panés qu'on trouve surtout dans les fast-foods, mais qui se vendent aussi de plus en plus en hypermarché. C'est évidemment pratique à préparer, mais que sait-on vraiment ce que contiennent les nuggets? C'est une enquête de Laurent Lesage. Chez Meriem, ce jour-là, le déjeuner se prépare rapidement. Pas la peine de sortir toute la batterie de cuisine. Au menu, il y a des nuggets de poulet. Il suffit d'ouvrir le sachet et de les verser dans une poêle. C'est pratique, facile à préparer. On est en vacances scolaires et voilà, faut changer de menu tous les jours et les nuggets, c'est l'idéal. En 5 minutes, le tour est joué. À table. Les nuggets sont prêts à servir. Et ça va faire le bonheur de son fils et de son mari. J'estime que c'est léger, après c'est du blanc de poulet avec un peu de chapelure. La chapelure, c'est l'enrobage à base de mie de pain. Cela rend le poulet moins fade. Moi personnellement, j'aime pas le blanc de poulet et les nuggets, je mange facilement. Tout le monde aime ça. Le petit garçon ne fait pas de chichi. J'ai l'impression qu'il ne va pas en rester dans l'assiette. Et il n'y a pas que la famille de Meriem qui en raffole. Des nuggets l'an dernier, les Français en ont consommé plus d'1,2 milliard. Les nuggets, un aliment universel. Aujourd'hui, on mange ces petites bouchées de poulet partout dans le monde. En à peine 30 ans, c'est devenu l'un des succès les plus fulgurants de l'industrie alimentaire. On en trouve aussi bien dans les chaînes de restauration rapide que dans les rayons des grandes surfaces. Et il y en a à tous les prix. On peut acheter les moins chers à partir de 3,50 € le kilo, mais on peut payer 10 fois plus cher, jusqu'à 30 € le kilo de beignets dans certains restaurants. Alors, comment expliquer de telles différences de prix? Que mange-t-on vraiment lorsqu'on consomme des nuggets? Révélation sur les secrets de fabrication de l'un des aliments préférés des Français. Au départ, l'histoire des nuggets, c'est celle d'une guerre sans merci entre 2 géants de l'alimentaire. Et ça se passe en Amérique. 2 grandes enseignes qui se battent depuis des décennies pour nourrir le plus de monde possible. Cette guerre commence dans les années 50. À l'époque, c'est l'émergence de la société de consommation. Quand les Américains partent déjeuner, au volant de leur belle décapotable, ils prennent la direction des nouveaux restaurants à la mode, les tout premiers fast-food. Et dans ces restaurants rapides, il y a un plat qui connaît un succès fou, le hamburger. La jeunesse américaine se régale de ces sandwichs à base de steak de bœuf. Le burger, un business dominé par une toute nouvelle enseigne, McDonald's. Dans les années 60 et 70, la marque va ouvrir des centaines de fast-food. De l'Oregon à la Pennsylvanie,
Une suprématie sur tout le nord de l'Amérique. Mais il y a toute une partie du pays que le roi du burger ne parvient pas à conquérir. Le sud du pays, de la Californie à la Caroline. Car dans toute cette moitié de l'Amérique, on n'est pas du tout fan de steak. Le plat de tous les jours, c'est le poulet. Le poulet qui a fait la fortune d'un autre géant du fast-food. Depuis 50 ans, c'est KFC qui règne sans partage sur cet immense territoire. Dans ses restaurants, pas de burger, KFC propose des gros pilons de poulet pané. Alors pour s'implanter sur les terres de son rival, McDonald's va dénicher une arme secrète. Extra crispy, one of two kinds of chicken. Une recette qui dort depuis 30 ans dans les cartons de la prestigieuse université de Cornell. Dans les années 50, le professeur Robert Baker y avait mis au point le premier beignet de poulet de l'histoire. À l'époque, son invention n'intéressant pas grand monde, il l'avait abandonnée sans déposer de brevet. McDonald's récupère l'idée en 1980 sans débourser $1 et attaque KFC sur ses terres avec cet étrange beignet de poulet plus simple à manger que les gros pilons de poulet. Avant de croquer votre chicken McNugget, trempez-le généreusement dans la sauce que vous aurez préalablement choisie. Le succès est immédiat, le nugget s'impose comme le Big Mac et inonde non seulement l'Amérique, mais aussi le reste du monde. 20 ans plus tard, rien qu'en France, l'enseigne en vend plus de 600 millions chaque année. Pour comprendre les raisons d'un tel succès, il suffit de se balader dans les restaurants de la marque. Aujourd'hui, la boîte de nuggets, c'est la deuxième plus grosse vente de McDonald's après son Big Mac. Dans ce restaurant près de Paris, à chaque table, on mange des beignets de poulet. Ce sont souvent les parents qui en prennent pour leurs enfants. Et ce n'est pas un hasard. Ça, c'est plus facile à manger. Hein. On en mange moins partout. C'est toujours compliqué pour la faire manger. Sauf ça. Résultat, chez McDonald's, un client sur 3 commande des nuggets. Et ce succès est d'autant plus intéressant que ces beignets, c'est l'un des produits les plus rentables de la chaîne de restauration. A priori pourtant, fabriquer un plat à base de poulet, cela revient cher. Mais voilà comment le géant américain s'y prend pour que ça lui coûte un minimum d'argent. Première surprise, les nuggets de poulet, ça ne vient pas vraiment des États-Unis. La marque américaine se fournit aux confins de la campagne bretonne, auprès de fournisseurs très dévoués. Ce hangar perdu en pleine nature, c'est celui de Stéphane Dairel, l'un des 300 éleveurs de poulets qui fournissent la marque américaine. Il élève ici plus de 15 000 volailles, mais pas n'importe lesquelles. Le géant américain a exigé un poulet spécial nuggets, le Prince York. Ce que veut la marque, c'est obtenir le poulet le plus gros possible. Alors Stéphane Dairel doit sans cesse alimenter les rations, une nourriture plutôt riche en céréales. On distingue bien les grains de blé. L'aspect jaune, c'est le maïs. Et les petits points noirs, ce sont les graines de colza. Et ce mélange, notre poulet spécial nuggets va en manger pendant 51 jours, 10 de plus qu'un poulet normal. Un beau poulet Prince York. Résultat, voilà ce que va obtenir McDonald's à la fin. Un poulet XXL. Et je pense qu'il fait plus de 3,5 kg celui-là. C'est un beau poulet. Voilà. Le Prince York est 2 fois plus lourd qu'un poulet ordinaire. Car voilà ce qu'il cache sous ses plumes. Il est très large au niveau des filets, une bonne présentation des filets, hein, c'est ça qui est important. Le poulet spécial nuggets produit 50% de filets en plus que ses congénères. Or, c'est justement avec les filets que sont faits leurs nuggets. Voilà pourquoi ce poulet intéresse tellement la marque. Il lui permet d'économiser de l'argent, et ce n'est qu'un début. Pour alimenter ses 1000 restaurants en France, McDonald's a besoin chaque jour de 45 tonnes de filets de poulet, un volume titanesque. Alors pour fournir la marque,
il ne faut pas perdre une minute. À une 50aine de kilomètres de notre élevage, la principale usine d'abattage du groupe américain en France. À l'intérieur de cet immense bâtiment, c'est la nuit en plein jour. Une lumière bleue artificielle pour ne pas stresser les fameux poulets Princior avant l'abattage. Le patron de l'usine, c'est Serge Lopez. S'il a décroché un contrat avec la firme américaine, c'est qu'il a accepté d'investir beaucoup d'argent dans cette usine, une chaîne ultra moderne. Car voilà, il doit découper une centaine de poulets à la minute pour le compte de son client. Des cuisses aux ailes, tous les bons morceaux sont tranchés au millimètre, les uns après les autres. Et les machines arrachent jusqu'à la peau de l'animal, côté pile et côté face, avant de la mettre de côté. Ici, on vient enlever le blanc du poulet, le filet. Et c'est là que le choix du poulet Princior s'avère particulièrement intéressant. Car ces filets sont traités un à un par des dizaines d'ouvriers pour enlever tous les petits morceaux d'os. Et avec les gros filets du poulet Princior, 300 grammes contre 200 pour un poulet ordinaire, ça fait moins de morceaux à manipuler. Résultat, une économie de 20% sur le personnel. En bout de chaîne, le blanc de poulet découpé coûte donc moins cher que dans une autre usine. Un poulet qui produit plus de viande, des frais de découpe réduits. Voilà donc comment McDonald's arrive à rentabiliser au maximum la matière première. Mais vous allez voir que l'enseigne a trouvé une méthode imparable pour encore réduire la facture. Direction la banlieue d'Orléans. C'est dans cette usine que McDonald's fait fabriquer son beignet star. Ici, on confectionne plus d'1,5 million de nuggets chaque jour. C'est la mission de Hugo Janssen, le patron de l'usine, avec son casque bleu. Nous retrouvons nos filets de poulet au lendemain de leur découpe. Le géant américain a demandé à Hugo Janssen de réaliser une recette plutôt économe en poulet. Cela peut surprendre, mais dans un nuggets, McDonald's ne met en réalité que 50% de blanc de poulet. Pas plus. Mais alors, de quoi est composé le reste de ces beignets? Au blanc de poulet, Hugo Janssen va commencer par ajouter 5% d'un ingrédient qui apporte de la saveur et du gras, mais qui est surtout 6 fois moins cher que le filet. Cet ingrédient, c'est de la peau de poulet. Souvenez-vous, elle a été prélevée dans l'usine de découpe. Une fois mélangée au blanc de poulet, cela donne cette pâte de viande. Voilà, vous voyez qu'après le mélange, ça devient un peu une pâte légèrement collante, avec toujours des gros morceaux de filet reconnaissables dans les mélanges. Cette pâte de viande et de gras, c'est 55% du nuggets. Les 45% de matière qui reste, c'est ce liquide versé par la machine. De la farine, de l'eau, un peu d'épices. Ces 45%, c'est donc l'enrobage. La panure, comme on l'appelle, représente donc presque la moitié du poids d'un nuggets. Et cela coûte beaucoup moins cher que du poulet, 5 fois moins. Le tout est cuit dans l'huile de cette énorme friteuse en forme de tunnel. Moitié viande, moitié enrobage. Pour Hugo Janssen, ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi pour le goût. C'est la combinaison de viande, de muscles et l'enrobage qui donne cette croustillance, qui donne à la fin au nuggets sa qualité. Avec ses économies à tous les étages, McDonald's achète votre nuggets à Hugo Janssen pour 8 centimes pièce seulement. Ce nuggets, dans ses restaurants, le géant du fast-food va vous le vendre 60 centimes pièce. Après avoir payé les salaires, la pub et tous les frais,
La chaîne gagne ainsi 6 centimes net sur chaque beignet, ce qui en fait un produit plus rentable que le hamburger. Un énorme succès qui a donné des idées à de nombreux industriels. Il suffit de se rendre dans les rayons d'un supermarché pour le constater. On y trouve une bonne dizaine de marques de nuggets, certaines à des prix très bas. Des nuggets vendus parfois 3,60 € le kilo, 10 fois moins cher que chez McDonald's. Quand on regarde les étiquettes de plus près, on trouve des compositions très diverses. Et par exemple, des nuggets de volaille et non plus de poulet. Alors que trouve-t-on vraiment dans ces nuggets à bas prix? Aucun industriel n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors nous avons remonté toute la filière pour retrouver celui à qui la plupart de ces fabricants font appel. Au Mans, voici les bureaux d'Olivier Pichot, un ancien chef de restaurant étoilé. Sur son site internet, il a répertorié ses meilleurs clients. Il y a les plus grands, Auchan, Picard, Findus. Et il y a quelques jours justement, une chaîne de supermarchés lui a demandé une nouvelle recette de nuggets. Ok. Hop. Là, l'objectif du client, c'est de diviser par 2 le prix de revient d'une recette actuelle, en utilisant des produits complémentaires. Pour fabriquer ces nuggets 2 fois moins chers, voici les ingrédients dont il dispose. Pour commencer, Olivier ne va pas utiliser des filets de poulet, et même pas de poulet du tout, trop cher. À la place, il va se servir de la cuisse de dinde. C'est cette viande hachée de couleur rouge foncé, 2 fois moins chère que le filet de poulet. Et il a ajouté une mixture plus claire. Mais ici, j'ai un mélange de peau et de gras. Donc c'est pour m'amener de la texture et de la rondeur. Et là, en quelle proportion vous avez mis? J'ai à peu près 10% de gras et de peau. D'accord. C'est le maximum. Cuisse de dinde, gras et peau de dinde, tout cela va faire des économies. Un coup de mixeur. C'est vrai que les termes sont un petit peu barbares. Il en ressort une purée de dinde. Vous voyez, une purée, quoi. Ça, c'est ce qui va constituer ma base. Mais voilà, ce que recherchent les clients à l'intérieur des nuggets, ce n'est pas une purée, mais des morceaux de filet, comme ceux-là. Trop cher pour sa recette discount. Alors regardez par quoi il va les remplacer. Ces céréales, des protéines de blé. Je vais verser mes protéines. L'avantage avec ces protéines de blé qui ne coûtent pas cher, c'est qu'elles n'ont aucune saveur. L'idée, c'est un cornflakes, en fait, à réhydrater complètement, sur lequel je viens rajouter un mélange aromatique. Cette poudre orangée, c'est en fait un arôme de poulet artificiel. En plus, ça sent le poulet. Il faut qu'on ait le sentiment de manger un peu de la viande. Qu'on sente une fibre, comme si on avait mangé un blanc de poulet. Ouais, c'est le sentiment qu'on doit apporter. Bon, mais on triche un peu. C'est pas... Oui, on triche pas, on parfume, mais on est sur une matière, par contre, 100% végétale. En théorie, il parfume, pas flagrant. Pour l'instant, si je peux me permettre, chef, ça sent pas très bon. Ça sent un peu le cornflakes réhydraté au jus de poulet, je suis d'accord. Ces morceaux de céréales parfumés au poulet, il va donc les rajouter à la purée de dinde. Voilà. Ensuite, il suffit de verser cette mixture dans des moules à nuggets, puis de rajouter l'enrobage à base de mie de pain. Cuisson à la friteuse, et on obtient nos fameux nuggets à prix cassé, ici à droite. À gauche, ce sont des nuggets de poulet d'une grande marque. Le prix de revient à la pièce du nuggets de poulet, c'est 0,07 centimes, donc c'est 7 centimes d'euros la pièce. 7 centimes d'euros la pièce. La pièce. La pièce de 20 grammes. Et celui-ci, je suis à 0,03, 3 centimes d'euros la pièce. Il a carrément divisé par 2 le prix du nuggets. Reste à le goûter. Ça, vous goûtez lequel, là? Là, le volaille. Et en bouche, leur première impression est plutôt bonne. Il part pas en purée, on garde quand même un goût de volaille. Donc au niveau du consommateur, on va pas le voler. En payant moins cher, le consommateur n'est pas volé, mais il mange des nuggets plus gras, plus artificiels et un peu moins savoureux. Et c'est possible d'aller plus loin. Donc en fait, si vous vouliez encore diminuer le coût, vous pourriez encore diminuer la quantité de volaille. Oui, en utilisant une poudre à la limite de protéines qui ne se verrait plus, hein, ou alors en utilisant encore une matière première encore bien moins chère.
D'accord. Donc là, vous êtes à 3 centimes, vous m'avez dit, à peu 3 près centimes la pièce, hein, et ici on est à 7 centimes. Et vous pouvez être encore moins cher que 3 centimes? Je pense qu'on arriverait à descendre pour être raisonnable, parce qu'après il ne faut pas faire n'importe quoi, mais sinon ça deviendrait un nuggets de protéines. Mais pour être très raisonnable, on pourrait descendre à 2 centimes. Fabriqués 3 centimes en moyenne, ces nuggets premier prix seront vendus 2 fois plus cher en grande surface. Entre ajout de protéines et d'arômes, certains fabricants prennent donc des libertés avec la recette classique des nuggets. Et parfois, cela peut aller encore plus loin. Mais pour s'en rendre compte, il faut quitter la France. Il y a quelques années, un homme est parti en croisade contre les nuggets. Selon lui, leur fabrication, dans certains cas, laisserait à désirer. Et ça se passe en Grande-Bretagne. À Londres, cet homme, c'est une institution, une superstar de la télé. Ladies. Voici Jamie Oliver, un jeune chef devenu animateur populaire. Allez, fais-moi un bisou avant de tout brûler. C'est un peu le Cyril Lignac anglais. Il présente une émission hebdomadaire, un show contre la malbouffe. Chaque semaine, Jamie Oliver tente de convaincre les enfants de manger plus équilibré, des légumes par exemple. Prends-en un peu, tu vas devenir un homme. Non, je veux pas de ça. Mais à chaque fois, c'est la même réaction. J'en veux pas. Leur repas finit systématiquement à la poubelle. Ce que préfèrent les enfants, c'est les nuggets. Il faut dire qu'en Angleterre, c'est la culture fish and chips. Ils ont l'habitude d'en manger tous les jours à la cantine. Mais selon Jamie Oliver, ces beignets de poulet servis dans les cantines, c'est du très bas de gamme. Pas grand-chose à voir avec les nuggets de marque. Alors voilà ce qu'il va révéler devant des millions de Britanniques. Je vais essayer de montrer aux enfants ce qu'il y a à l'intérieur de leurs nuggets. Sauf si on leur en sert des bons. Ça, ce sont les enfants qui ne veulent pas manger mon poulet. Ils veulent leurs nuggets. Je vais leur montrer ce qu'il y a dans leurs maudits nuggets. Jamie Oliver va révéler ce soir la recette des nuggets bas de gamme. Une fois qu'on enlève les filets et les cuisses, qu'est-ce qu'il reste? La carcasse. Jamie broie des carcasses. Il est sûr de son effet. C'est pour ça qu'il y a des morceaux rouges à l'intérieur. Ça, c'est une très mauvaise version de viande préparée mécaniquement. Ensuite, ce qu'ils font, ils ajoutent la peau de poulet. C'est comme ça que ça se fait. Jamie se sert donc de la peau mixée de poulet et de ses carcasses broyées pour faire ses beignets. Et il s'en donne à cœur joie. Il rajoute toute une série de conservateurs. Et voilà ce qu'on obtient. Moi, je pense que c'est de la sale bouffe. Mais moi aussi, je pense que c'est de la sale bouffe. Qui en veut? Allez, prenez du poulet. Cette séquence sur les nuggets servis dans les cantines scolaires a choqué l'opinion britannique. Résultat, quelques mois plus tard, changement de régime pour les petits Anglais. Les écoles ont désormais interdiction d'en proposer aux enfants plus d'une fois par semaine. Alors, pour manger sain, on commence tous à le savoir maintenant, il faudrait idéalement manger des fruits et légumes, 5 par jour selon les nutritionnistes. Mais voilà, le problème, c'est que ça coûte cher. Si on respectait à la lettre ces consignes, le budget fruits et légumes d'une famille avec 2 enfants s'élèverait à 131 € par mois au lieu de 115 € l'an dernier. Alors, évidemment, dans le contexte actuel où les Français font très attention à leur porte-monnaie, il y a un fruit de saison dont le prix est scruté de très près, c'est la fraise. Les consommateurs l'adorent, mais pour trouver des fraises à des prix accessibles, il faut regarder du côté de l'Espagne. Il faut savoir que la fraise espagnole, c'est la moins chère du marché, elle est présente en rayon quasiment toute l'année. Mais alors, que vaut-elle vraiment? Dans quelles conditions est-elle cultivée? C'est une enquête et Mathieu Fourou. Il est 7h30 du matin. Dans ce supermarché de banlieue parisienne, à tous les rayons, les employés s'activent. Dans 1 heure, les premiers clients seront déjà là. Et la star du jour, ce sont ces fraises. En cette fin février, au cœur de l'hiver, elles débarquent en force.
C'est les premiers que nous recevons en ce moment. Elles sont là depuis combien de temps à peu près? Elles sont là depuis 7 semaines. Pour appâter les acheteurs, ce magasin a sorti le grand jeu. Les fraises sont vendues à prix coûtant en tête de gondole. 1,95 € la barquette de 500 grammes. Une opération séduction pour un fruit toujours très attendu. J'ai un garçon qui vient manger à midi, donc je vais lui faire plaisir avec une chantilly. Elles sont bien rouges et puis des fois elles sont moisies, donc là elles n'y sont pas. Et puis je crois qu'elles ont l'air belles. Je vais tenter mon coup. Hein. Eh ben je prends parce qu'elles me paraissent très belles et en plus elles sentent bon. C'est drôle, mais on est surpris à cette saison. Et à ce prix-là, on peut que les prendre. Des fraises bien rouges, bien parfumées, qui attirent le client avec des prix bas et en plein mois de février, ça n'étonne plus personne. Nous sommes même de plus en plus nombreux à vouloir manger des fruits d'été hors saison. Mais savons-nous vraiment ce qui se cache derrière ces barquettes de fraises? D'où viennent-elles exactement? Et surtout, dans quelles conditions sont-elles produites en pleine période hivernale? En France, produire des fraises toute l'année est impossible. Pour une raison toute simple, il ne fait pas assez chaud dans notre pays. Alors, pour comprendre d'où viennent les fraises à prix cassés qu'on trouve dans nos rayons, direction le sud de l'Espagne, en plein cœur de l'Andalousie, dans la région de Huelva. Sous nos yeux, un paysage totalement inconnu en France. Ces constructions qui reflètent le soleil, ce sont des serres en plastique. Elles s'étendent sur des milliers d'hectares, l'équivalent de la superficie d'une ville, comme Avignon. À l'intérieur de ces tunnels de plastique, des fraisiers qui produisent en moyenne plus d'1,5 tonne de fruits chaque jour. 2 fraises sur 3 consommées chaque année en France viennent d'ici. Nous sommes dans l'usine à fraises de l'Europe. José Caceres en sait quelque chose. Cet ancien vendeur de fruits et légumes sur les marchés s'est lancé dans la fraise il y a 10 ans. Aujourd'hui, à 44 ans, il est l'un des plus gros producteurs du secteur. Son chiffre d'affaires, 3,5 millions d'euros par an. Et pour les affaires, il n'hésite pas à décrocher lui-même son téléphone. Là, ça fait 3 jours qu'on a un peu de chaleur. Hein. Le fruit a mûri un peu, donc si ça continue, on aura pas mal de fraises à la fin de la semaine. Hein. Mais pour vendre ces fraises, il doit rester au prix le plus bas possible. Car la concurrence est très rude entre les 2000 producteurs de la région. Dans son hangar, une vingtaine d'ouvrières préparent les commandes. Son objectif, c'est d'expédier chaque jour plus de 8000 barquettes de fraises à travers l'Europe. En Angleterre, en Italie et surtout en France. Celle-là, tu me la montes. Hein. Là, c'est de la caisse de 2 kilos. Ok, ça va? Tu me les inverses, hein. T'as compris, ok? Tout ça, ça part pour la France? Oui, tout. Et dans combien de temps seront-elles dans l'assiette des Français? Demain, elles seront au niveau de Perpignan. Après-demain, à Nice. Ça ne sera pas vendu avant après-demain. Si on lui achète ses fraises partout en Europe, c'est parce qu'il arrive à les produire à 2,50 € le kilo. 2 fois moins cher qu'en France. Alors, comment fait-il pour casser les prix? Ce qui coûte le plus cher quand on cultive des fraises, c'est la main-d'œuvre. Il en faut beaucoup. Car ce fruit-là ne peut pas être ramassé par une machine. José emploie plus de 200 personnes en pleine saison. Et c'est là-dessus qu'il parvient à faire le plus d'économies par rapport au prix français. Ouais, fais gaffe avec les cols verts là. Hein. Tu les mets bien comme ça, hein? Ces ouvriers sont payés en moyenne 950 € net par mois. C'est 30% moins cher que chez nous. Pour un travail tout aussi pénible. Sous serre, la température peut dépasser les 40 degrés. Mais le plus dur, c'est d'être courbé pendant des heures pour ramasser. À la fin de la journée, le dos fait un peu mal. C'est normal après avoir bossé plus de 6 heures. Et ils ont la pression. Chacun doit ramasser une trentaine de caisses de fraises dans la journée.
Toutes les heures, un contremaître vérifie leur rendement. T'en as ramassé combien là 12 caisses jusqu'à maintenant. La marchandise est fragile et surtout très précieuse aux yeux de José. Alors, quand une ramasseuse renverse son chariot par accident, le patron voit rouge pour quelques cajots par terre. Il devient même très vite insultant. Ah putain, je savais pas qu'ici il y avait un tel bordel. Tu me fais chier, hein. Tu me fais vraiment chier, c'est pas possible. Hein. J'en ai vraiment ras-le-bol. Pour moi, le fruit, c'est précieux. Ça m'énerve vraiment d'en perdre comme ça, que ça s'abîme. C'est comme si toi, ton enfant te tombait des bras, tu comprends? La fraise, pour José, c'est sacré, car c'est son gagne-pain. Et pour la produire à des prix toujours plus bas, il n'y a que le ramassage qui est artisanal. Pour le reste, cela relève plus de la technologie industrielle. Chez lui, tout est étudié pour faire pousser ses fruits avec le minimum de dépenses. À commencer par la facture d'eau. Car la fraise est un fruit qui boit beaucoup. Alors, pour économiser, José a mis en place un tuyau de goutte à goutte qui arrose chaque fraisier. L'eau et l'engrais arrivent par ce petit tube et sortent dans chaque rangée et nourrissent chacune des plantes tout le long. Mais ce n'est pas tout. La bande de terre sur laquelle poussent les fruits est recouverte d'une bâche en plastique. Une autre astuce pour moins consommer d'eau. Ce plastique, il permet de garder l'humidité du sol et il empêche les mauvaises herbes de pousser. Enfin, il a fait installer ce capteur d'humidité pour savoir précisément quand ses fraises ont besoin d'eau. Résultat, c'est 2 000 € d'économiser. Sa facture d'eau est aujourd'hui de 25 000 € par an. Mais pour obtenir ces rendements industriels, José a dû investir. Il s'est offert les services de Paco Oreda, un ingénieur agronome. L'homme est un magicien de la chimie. Il sait comment doper la croissance des fraises pour les faire mûrir plus vite. Elles ont une bonne tête, celles-là, non? Oui, pour l'instant, tout va bien. Et José lui a donné les moyens. Il a investi 12 000 € pour mettre ses fraises sous perfusion 24 heures sur 24. Dans ces grands bidons, il y a tous les engrais chimiques nécessaires à cette culture intensive. On a le calcium. Il agit sur la fermeté du fruit, sur sa consistance. Le phosphore, lui, il agit sur le développement de la plante au moment de la floraison. Et il y a les micro-éléments, du fer, du manganèse, plusieurs composés chimiques, tout un cocktail complet de vitamines. Tout ce système injecte automatiquement dans les tuyaux de goutte à goutte le mélange survitaminé. Grâce à cette technique, José parvient à faire pousser ses fraises bien plus vite qu'elles ne le feraient naturellement. Et en plus grosse quantité. Chaque fraisier lui fournit 1 kg de fruits par saison. C'est 2 fois plus que chez les producteurs français. Mais en plus de ces engrais chimiques, les cultivateurs de fraises utilisent d'autres produits. Des produits dont on trouve des traces inquiétantes à quelques mètres seulement des exploitations. En pleine nature, des poubelles à ciel ouvert. Un peu partout dans la région, les producteurs se débarrassent des plastiques qui couvrent leurs serres. Mais ce que l'on trouve aussi dans ces décharges accessibles à tous, ce sont ces bidons, par dizaines, encore remplis pour certains, qui ne devraient pas se trouver là. Ils contiennent en effet des produits dangereux, à manipuler avec beaucoup de précautions. Des produits chimiques utilisés pour la culture des fraises, ce sont des pesticides. Voici l'un des magasins où les agriculteurs viennent acheter ces pesticides. À l'intérieur, sur les étagères, tout l'arsenal nécessaire aux producteurs de fraises. Des produits qui permettent de lutter contre les insectes,
de rendre la fraise plus résistante aux maladies ou encore d'augmenter sa durée de vie. Il serait impossible de s'en passer. C'est en tout cas l'avis de la plupart des cultivateurs, comme celui-ci, venu refaire ses réserves. Ça permet de rendre la fraise plus ferme pendant le transport pour qu'elle ne pourrisse pas. Et sans ça, on ne pourrait pas la transporter? Si, mais il se pourrait qu'elle n'arrive pas, qu'elle moisisse avant. C'est vraiment indispensable. Ah oui, c'est indispensable. Car la fraise est l'un des fruits les plus fragiles et les plus délicats à produire. José Caceres, notre cultivateur, ne fait donc pas exception à la règle. Il utilise aussi ce genre de produit. Mais il assure ne pas en abuser. Pour preuve, il a voulu nous montrer comment il contrôle lui-même la qualité de ses fraises avec sa technicienne. Chaque saison, il fait réaliser une dizaine d'analyses pour relever les traces de pesticides utilisés sur ses fruits. Normalement, la matière se dégrade au fur et à mesure que le fruit mûrit. Mais il se peut que parfois, il reste quelques traces. Voici le seul résultat d'analyse que nous avons pu voir. Et sur cette analyse, vous n'avez pas de traces de pesticides? Si, là, c'est un produit qui est utilisé contre l'araignée. Une seule trace donc sur cette analyse, celle d'un insecticide pour lutter contre les acariens. Si José se défend d'utiliser beaucoup de pesticides, c'est aussi parce qu'ils sont sur la sellette depuis quelques années. Trop de résidus de pesticides dans les fraises. Les pesticides sous surveillance. Risque sur la sécurité alimentaire. Ces produits sèment l'inquiétude. Alors, sont-ils vraiment dangereux? Et combien de traces de pesticides différents peut-on trouver dans les fraises venues d'Espagne? Pour le savoir, nous avons acheté en France 3 barquettes de fraises espagnoles dans 3 magasins différents. Puis, nous les avons envoyées pour analyse au laboratoire cantonal de Genève, un centre spécialisé dans la recherche de pesticides sur les aliments. 4 jours plus tard, voici les résultats. Tous nos échantillons contiennent des traces de produits chimiques. Et il n'y en a pas qu'une seule, mais plusieurs dans une même barquette. 4, par exemple, sur le premier échantillon. Du chlorpyrifos contre les insectes, de l'iprodione contre la pourriture, du phènhexamide contre la moisissure et du triadiménol contre un autre champignon. 4 pesticides aussi sur la deuxième barquette et même 5 produits différents sur notre dernier échantillon. Il y a des traces, certes, mais c'est parfaitement autorisé. Car la réglementation européenne permet l'utilisation de pesticides pour la culture des fruits et légumes, à condition toutefois de ne pas dépasser certaines doses, des doses fixées très précisément pour chaque substance. Pour nos 3 barquettes, comme pour les fraises analysées par notre producteur, nous sommes bien en dessous de ces normes. Par exemple, ici, pour l'iprodione, notre échantillon en contient 0,47 mg, quand la limite à ne pas dépasser est fixée à 15 mg par kilo de fraises. A priori, il n'y a donc aucun problème. Mais alors, combien de pesticides différents les producteurs peuvent-ils utiliser en même temps sur leurs fraises ? Sur ce point-là, il n'existe aucune réglementation européenne. Du coup, les cultivateurs, qu'ils soient français ou espagnols, font ce qu'ils veulent. Ils peuvent traiter leurs fruits avec autant de produits différents qu'ils le souhaitent. Un cocktail de pesticides qui pourrait avoir une incidence sur notre santé. C'est en tout cas ce que pense un éminent professeur de médecine. Dominique Bellepomme est un cancérologue réputé de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Depuis 10 ans, il s'est spécialisé dans l'étude des effets des pesticides sur nos organismes, et notamment lorsqu'il y a accumulation de plusieurs produits. Selon lui, on sous-estimerait l'impact de ces mélanges. Nous lui avons soumis nos résultats d'analyse sur les fraises espagnoles. Les doses sont
inférieures aux normes. Elles sont toutes inférieures aux normes. Malheureusement, ces petites doses-là vont venir s'ajouter à d'autres petites doses qu'on aura eues dans d'autres aliments, pas forcément des fraises, si vous voulez. Autrement dit, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est la répétition des doses. Le professeur Bellepomme n'est pas le seul à penser que l'accumulation de pesticides pourrait avoir une incidence sur la santé. Plusieurs études réalisées, surtout par des scientifiques anglo-saxons, établissent un lien entre certains pesticides utilisés en même temps et certains types de maladies. Celle-ci, par exemple, effectuée par le Centre d'études sur le cancer de l'Université du Michigan. Les résultats montrent le rôle joué par le mélange de produits chimiques dans l'apparition de cancer du sein. Ainsi, les scientifiques ont testé 3 pesticides différents sur des rongeurs. Voici leurs conclusions. Le DDT, le dieldrine et le toxaphène peuvent accélérer le développement du cancer du sein. Pour le professeur Bellepomme, la mise sur le marché de ces produits chimiques va bien trop vite par rapport à la science. Les citoyens que nous sommes, la société civile, est un véritable cobaye. C'est-à-dire qu'on met sur le marché des substances qui sont insuffisamment étudiées au niveau de l'épidémiologie, bien sûr, mais de la toxicologie et de la biologie, et ce qui fait qu'on est obligé de les retirer une fois qu'on a vu qu'il y avait des méfaits sanitaires. Toutes ces recherches scientifiques ont fini par trouver un écho. La Commission européenne s'est penchée sur cette grave question de santé publique. En 2006, elle a pris des mesures pour interdire l'usage d'un pesticide, l'endosulfan, un insecticide très couramment employé notamment sur les fraises. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir des effets néfastes sur le foie, les reins et le système nerveux. Pourtant, cela faisait 30 ans qu'il était utilisé par tous les agriculteurs européens en toute ignorance du danger. Alors, existe-t-il une solution pour manger des fraises sans aucun pesticide? Certains producteurs espagnols le pensent et se sont lancés dans un nouveau type de production. Elle est dans les belles fraises, allez! Retour dans la région de Huelva, au sud de l'Espagne. Juan María Martínez cultive des fraises sans produits chimiques depuis 8 ans. À première vue, son exploitation ressemble à toutes les autres. Buenos días. Difficile de différencier ces fraises des autres fraises. Et pourtant... En moyenne, nos fruits pèsent entre 20 et 25 grammes. Les fraises traditionnelles, c'est plutôt 35-40. Leur fruit est beaucoup plus gros. La petite taille de ces fruits, ce n'est pas le seul souci de Juan María. Pourquoi tu m'en jettes autant? Celle-là, elle n'est pas si mauvaise. Et celle-là, si elle est un peu déformée, tu t'inquiètes pas, tu la présentes du bon côté, c'est tout. Le problème de ce producteur, c'est que la culture de fraises sans pesticides est bien plus risquée. À la moindre maladie, il peut perdre une grosse partie de sa récolte. Alors, pour lutter contre les attaques en évitant tout produit chimique, il emploie une méthode bien plus artisanale. Par exemple, quand il veut lutter contre l'ennemi juré de la fraise, les araignées rouges. Nous, on utilise une bouteille, comme ça. Celle-là, c'est pour les araignées rouges. Elle contient des insectes microscopiques. Et on l'applique directement sur la plante. De tout petits insectes qui vont manger les araignées sur les feuilles. Le remède est moins efficace qu'un produit chimique et prend 10 fois plus de temps, car tout se fait manuellement, plan par plan. Même chose pour le désherbage. Ici, pas d'herbicide chimique, on arrache les mauvaises herbes à l'ancienne. L'opération, répétée plusieurs fois par mois, mobilise 6 ouvriers. Dans une exploitation traditionnelle, il y a une charge de travail qui est inférieure de 40 à 50% à la nôtre. Il suffit de voir comment on vient d'enlever les mauvaises herbes avec une machine et plusieurs personnes. Et puis mes ouvriers ramassent moins de fruits, parce que la fraise bio est plus petite. Et donc le coût par kilo est beaucoup plus important. Pour une vingtaine de serres, il faut 5-6 personnes en agriculture classique. Nous, il nous en faut 9 ou 10. Un surcoût que Juan María répercute directement sur son prix de vente. Une fraise bio coûte 2 € de plus au kilo. C'est 50% plus cher qu'une fraise traditionnelle produite en Espagne.
Ces fruits représentent aujourd'hui moins de 2% du marché. Alors évidemment, quand on parle de manger vite et pas cher, l'univers auquel on pense en premier lieu, c'est bien sûr celui des fast-foods. Les fast-foods, c'est-à-dire toutes ces chaînes de restauration rapide. Depuis 30 ans, les Français ont ainsi vu apparaître le hamburger, le panini, le kebab, le sushi. Mais aujourd'hui, la tendance, ce sont les bars à pâtes, c'est-à-dire ces kiosques où l'on vous sert une portion de pâtes avec une sauce fraîche à l'italienne. C'est simple, rapide et pas trop cher. Mais d'où viennent exactement leurs produits? Avec leurs portions vendues autour de 5 €, leurs formules sont-elles vraiment économiques? C'est un reportage de Rola Tarsissi. Comme chaque jour, à l'heure du déjeuner, les employés et étudiants du quartier de la Bastille à Paris se pressent à la recherche de leur repas de midi. Et depuis quelque temps dans cette rue, les sandwicheries et fast-food traditionnels subissent les assauts d'un concurrent. Un petit restaurant devant lequel on se bouscule, et pourtant, la maison ne sert qu'un seul produit. Pourquoi est-ce que vous venez ici? On va manger ça. Des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Des pâtes servies dans des cornets en carton et réchauffées 3 minutes au micro-ondes. Ça n'a l'air de rien, pourtant chaque jour 350 clients défilent ici pour déguster ces pastas accommodés à toutes les sauces. Bonjour. Bonjour, je prends un cornet. Une portion de pâtes al dente à partir de 3 €. C'est moins cher qu'un sandwich, ça permet de manger chaud et ça fleure bon la gastronomie italienne. Ces petits restaurants, on les appelle des bars à pâtes, la toute dernière tendance en matière de restauration rapide. Ils s'appellent Mezzo di Pasta, Francesca, Pasta Così ou encore Viaggio, ce sont les nouveaux rois de la pause déjeuner. Alors qu'aujourd'hui, les Français ne consacrent plus que 20 minutes à leur repas de midi, ces petites boutiques misent tout sur un produit simplissime, les pâtes, vendues autour de 4 € la portion. Résultat, ces restaurants attirent de plus en plus de monde et envahissent tous les centres-villes. En ce moment, ils s'en ouvrent un toutes les semaines en moyenne. Alors, qui se cache derrière ce business en plein essor? Quels sont les secrets de fabrication de ces pâtes à emporter? Enquête sur les nouveaux rois du fast-food à l'italienne. Vu la concurrence entre restaurants en plein centre-ville, tout l'enjeu pour ces nouvelles boutiques, c'est de pouvoir servir des pâtes aussi rapidement qu'un sandwich, et c'est loin d'être facile. 9 h du matin, en plein cœur de Rennes. Entre un vendeur de kebab et une boulangerie, un nouveau venu est en train de s'installer. Un bar à pâtes qui ouvre ses portes ce matin. Pour ce premier jour, Hervé, le gérant, reçoit les conseils de Fabrice, le patron de la chaîne à laquelle il appartient. On est ici, les 2 tartes. Au-delà de l'agencement du restaurant, il est surtout venu lui apprendre le secret de ces nouveaux fast-foods. Et c'est en cuisine que ça se passe. Habituellement, pour cuire des pâtes, alors, deuxième cuisson de pâtes. Il faut une dizaine de minutes. Et 10 minutes, c'est beaucoup trop long pour un client pressé. Alors les bars à pâtes ont une méthode très particulière pour réduire le temps de préparation. Et voilà. Le secret, c'est de commencer à cuire les pâtes plusieurs heures à l'avance dans de l'eau bouillante comme à la maison. Puis brutalement, d'arrêter la cuisson en refroidissant les pâtes à l'aide d'une douchette d'eau gelée. On les a refroidis, donc on stoppe la cuisson. On n'a plus qu'à les égoutter. On les stocke ici. À ce stade, les pâtes sont encore dures, cassantes et pas vraiment bonnes à manger. Si on voulait goûter une pâte de cette façon-là, on la trouverait effectivement pas assez cuite. Chaque matin, le chef va ainsi préparer au moins 15 kilos de pâtes dans ses grands bacs en attendant le client. Mademoiselle, pas de boisson? Midi, les premiers visiteurs arrivent 3 fromages et passent commande. Et tomates piquantes ou pas? Piquant? Ouais. Arrabbiata? Chef, une saumon, une 3 fromages. La deuxième phase de préparation commence. En cuisine, le chef n'a plus qu'à mélanger les pâtes pré-cuites avec une sauce et mettre le tout au micro-ondes pour terminer la cuisson. Résultat, Bon appétit! la préparation finale ne dure qu'une minute.
Voilà comment les bars à pâtes parviennent à servir leurs clients en un temps record. Voilà. Merci. Bon appétit, hein. Bonne journée. Cette technique pour servir des pâtes fast-food, Fabrice, ancien cuisinier, l'a mise au point avec Frédéric, son associé. Ensemble, ils ont commencé à monter des restaurants il y a 5 ans, en pariant sur l'image plutôt saine des pâtes. Une idée qui leur a permis de trouver plutôt rapidement une clientèle face aux sandwichs à la réputation pas toujours très diététique et aux sushis vendus beaucoup plus cher. Et si leur business marche bien, ce n'est pas seulement parce que les pâtes cartonnent auprès du public. C'est aussi parce qu'elles sont particulièrement peu chères à fabriquer. Bon appétit. Pour le comprendre, nous retrouvons Frédéric dans l'un de ses restaurants en région parisienne. En matière d'économie, la pâte a un très gros avantage sur les pizzas ou les burgers. Elle est très rentable pour une simple et bonne raison. En cuisant dans l'eau, elle se met à gonfler. Donc là, vous avez une pâte sèche, là, vous avez une pâte qui a été pré-cuite. La cuisson n'est pas terminée. Oui. Donc la pâte a absorbé l'eau. Et vous voyez déjà une différence de taille, c'est ce qu'on appelle le rendement. Le rendement, c'est donc la différence entre une pâte crue et une pâte cuite. Ça n'a l'air de rien, mais ça joue énormément sur la quantité de pâtes qu'il faut prévoir par client. Dans un cornet de 300 grammes, en fait, il y en a pour 200 grammes d'eau et seulement 100 grammes de pâtes. Quand on prend des pâtes de très très bonne qualité, une fois double voire triple une fois qu'elles sont cuites. C'est entre le doublement et le triplement. Jouer sur le gonflement des pâtes, c'est une première astuce dans ce business. Mais ce n'est pas la seule. L'autre moyen pour faire des économies, c'est de limiter les variétés de pâtes proposées à la carte. Car voilà, sur le marché, il en existe plusieurs dizaines. Des spaghettis en forme de baguette, en passant par les minuscules coquillettes, ou encore les macaronis en forme de tube. Mais dans ces fast-foods, Frédéric n'en propose que 2 sortes. Les farfales, en forme de papillon, et les fusilli torsadés. Pourquoi a-t-il choisi ces 2 variétés? D'abord parce qu'elles sont plus faciles à manger avec une fourchette que les spaghettis, par exemple. L'autre avantage, c'est qu'elles s'imprègnent très bien de la sauce qui les accompagne. Un détail qui a toute son importance. Car plus que les pâtes, qui ont toujours le même goût, c'est la sauce qui permet de se démarquer de ses concurrents. Il faut dire que dans certains quartiers, ça joue les coudes. Autour des Champs-Élysées, par exemple, les enseignes se sont multipliées. On trouve aujourd'hui un bar à pâtes tous les 500 mètres. Alors, pour rabattre un maximum de clients dans son magasin, il ne faut plus simplement proposer des sauces classiques, type carbonara ou bolognaise. Les restaurants doivent innover en matière de sauce et vendre des mélanges toujours plus originaux, ce qu'on ne trouvera pas ailleurs, conçus à partir d'ingrédients plus recherchés. Ce matin-là, Frédéric a d'ailleurs rendez-vous chez son principal fabricant de sauces pour préparer sa nouvelle carte et il attend beaucoup de son fournisseur. Et les objectifs là, de ce rendez-vous ce matin, c'est quoi concrètement? Vous attendez quoi? Concrètement, c'est que vraiment Gretchen nous sorte du chapeau des produits qui soient ultra tendance, non seulement pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. La sauce, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est aussi ce qui coûte le plus cher. Cela représente 70% du prix de revient d'un cornet, donc pas question de se tromper. Salut Fred. Allez. Du coup, pour tester de nouvelles saveurs, Frédéric ne vient jamais sans Fabrice, son associé, l'ancien cuistot. Salut. Ciao bello. Leur fournisseur, c'est le leader du secteur en Italie. Sa spécialité, dans ses boîtes, des dizaines de concentrés de légumes utilisés pour préparer des sauces typiquement italiennes. Donc on est là depuis le mois de crème d'asperges, crevettes. Merci Louis. Crème d'asperges, mais aussi concentré de poivron au thon, saumon, crème de noix et petits lardons. Pendant près de 3 heures, Frédéric et Fabrice vont goûter des dizaines de saveurs. Leur premier problème, c'est de trouver une nouvelle sauce qui plairait au plus grand nombre. Et ce n'est pas si simple. Par exemple, cette sauce potiron lardon a un goût beaucoup trop particulier. Du coup, elle est exclue très rapidement. Et les légumes, là, on va satisfaire 10 clients par restaurant et encore. Sur Nancy, et c'est ce qui... Deuxième problème, lorsqu'une sauce leur plaît, encore faut-il qu'elle rentre dans leur prix.
Cette sauce à base de truffes, par exemple. A priori, elle est trop chère, mais Frédéric va avoir une idée. Assumer le prix et en faire un produit événementiel. Ce serait très vendeur. Parce qu'à partir du moment où on affiche quand même un produit de très haut de gamme, voire de luxe, dans une de nos recettes, c'est l'effet qu'on a eu avec la sauce au foie gras en période de fête. Et on peut, à mon avis, avoir le même effet, à condition de revendiquer la crème de truffe. À l'aide des échantillons de leurs fournisseurs, Frédéric et Fabrice vont faire des tests pour savoir si la truffe va rentrer dans leurs tarifs. Et champignons. Les calculs vont être serrés, car pour qu'ils soient rentables, un cornet de pâte avec de la sauce ne doit pas leur coûter plus d'1 € à fabriquer. Et ils le revendront autour de 4 €. 4 ans après, voilà. Des pâtes prêtes en moins d'1 minute, des sauces toujours plus recherchées. Il leur restait à trouver un élément essentiel, le moyen pour les clients d'emporter ces pâtes fast-food. Car jusqu'à présent, les pâtes, ça se mangeait plutôt comme ça. À table et dans une assiette. Alors pour en faire un plat qui se déguste aussi simplement qu'un sandwich, c'était compliqué. Mais Fabrice et Frédéric ont eu un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est un de leurs vieux amis qui le leur a donné. Joseph Cacon, 63 ans. Casimir, c'est Michel. Joseph, c'est un homme d'affaires un peu touche-à-tout. Il a notamment ce petit snack dans le 11e arrondissement de Paris. Lors de leur fréquente visite, les deux amis découvrent qu'il a mis au point un cornet cartonné et étanche pour pouvoir vendre des pâtes avec de la sauce. Bref, un packaging pratique qui prévoit même un emplacement pour la fourchette. Vous la mettez là, vous fermez. Et donc vous pouvez transporter votre cornet de pâte avec sa fourchette incorporée, n'est-ce pas? Et c'est votre idée, donc le cornet comme ça, avec la fourchette, tout ça? Absolument, oui, absolument. Pour inventer ce cornet de pâte, Joseph a tout simplement concrétisé une idée qui lui trottait dans la tête depuis près d'un demi-siècle. Il y a un peu plus de 40 ans, je disais à Montparnasse, il y avait un petit boubou italien qui faisait des pâtes. Et alors, pour les emporter, il nous mettait ça dans du papier journal. Il faisait un cornet, puis il nous mettait des pâtes dedans. Voilà. C'était ça le cornet de pâtes. Ça devait être bon après. C'était ça le cornet. Vendre des pâtes dans un cornet, Frédéric trouve l'idée géniale. Qu'est-ce qui est parti le plus? Il veut alors la reprendre et se mettre à son compte. Joseph, lui, décide de ne pas suivre. Seulement, quand Frédéric et son copain Fabrice se lancent en 2004, ils ont comme bureau cette simple cave et surtout personne ne croit à leur idée. 5 banques vont même leur claquer la porte au nez. Et donc les banques y ont cru tout de suite, vous ont dit attendez, c'est une super... Ah, elles ont cru tout de suite qu'on n'allait pas réussir à faire ce qu'on voulait faire. Donc du coup, on s'est rapatrié dans un environnement très business puisqu'on était allé voir nos parents. Et on leur a demandé s'ils pouvaient supporter la charge pendant les quelques mois qu'il a fallu attendre avant d'obtenir les fonds des banques. Aujourd'hui, leur affaire tourne bien. En seulement 4 ans, les deux copains ont ouvert une vingtaine de restaurants et ont fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Une réussite qui va attiser les appétits et d'autres commerçants vont eux aussi tenter de tirer profit de la mode des pâtes. Et cela prend des formes pour le moins surprenantes. Un café de quartier dans l'est de Paris. Le patron, c'est Grégory, 34 ans, un ancien géo du Club Med. Allez, 2 cafés italiens, les meilleurs, comme d'habitude. Ouais. Ici, on est dans un bar. On y vient pour boire un verre. Et quand on a faim, on peut y manger un sandwich ou bien un hot dog. Et pourtant, à partir d'aujourd'hui, Grégory va étoffer son offre pour le déjeuner. Ça va faire beaucoup de choses, mais bon. Et voilà ce qu'il va proposer à ses clients. Tagliatelle à l'arrabbiata et à la ricotta, ou encore fagottini au jambon de Parme, en tout 36 plats italiens. Donc là, vous avez... Le problème, c'est que dans son restaurant, la cuisine fait 2 mètres carrés, il ne sait rien faire à part des sandwichs et il n'a pas les moyens de se payer un chef. Alors pour transformer sa brasserie en mini trattoria, il compte sur cet homme, Jean-Marc, un commercial venu spécialement d'Aix-en-Provence.
Ça va et vous? Bah très bien. Plaisir de vous voir. Content de vous voir. Bah, enfin, on va pouvoir commencer. Grégory a acheté à Jean-Marc cet appareil à peine plus grand qu'un four. C'est une machine pour préparer des pâtes express. Elle lui a coûté 5 000 € et elle fonctionne plutôt simplement. Vous avez juste à mettre la portion de pâte dans le panier. On appuie ici une fois pour valider le temps et une seconde fois. Et donc le panier, voilà, il descend automatiquement. Donc là, vous avez fait aussi le plus gros du travail. Donc les 50 secondes, c'est terminé. Grégory se sent déjà prêt à envoyer les plats. On y va? Allez, on y va. On va chercher les produits. Et la préparation des pâtes est plutôt basique. Les ingrédients sont conservés dans le congélateur à côté. Le stock de pâtes que vous avez rangé ici. Ouais. Donc voilà. Un sachet pour la sauce. Une sauce pesto. Un sachet pour les pâtes. Voilà. Grégory n'a plus qu'à déposer les poches congelées dans ces petits paniers. C'est la machine qui plonge le tout dans l'eau bouillante. La sauce descend. Résultat, 2 minutes plus tard. Pas besoin de surveiller. Un signal prévient Grégory que ses pâtes sont prêtes. Et là, je vais sortir les penne. La présentation de la sauce sur les pâtes. Une petite touche personnelle pour donner au plat un côté fait maison. Et il peut servir les premières commandes. Nous, on les a goûtés, on l'a tous aimé, mais là... A priori, l'affaire semble bonne pour lui. Mais il y a quand même une petite contrepartie dans ce système. La machine ne fonctionne qu'avec les produits commercialisés par Jean-Marc. En clair, Grégory n'a pas le choix, il est obligé de lui acheter des sachets de pâtes et de sauce. Les portions de pâtes et de sauce vous coûtent combien? Alors il y a... on va être sur une fourchette qui va être entre 1,50 € et 2,30 €, 2,50 €. En moyenne, 2 €, des pâtes qu'il revendra 4 fois plus cher en salle. Mais l'affaire est surtout intéressante pour la société de Jean-Marc. À bientôt. À bientôt, au revoir. Des brasseries comme celle-ci, des vendeurs de panini ou de kebab, en ce moment tout le monde s'équipe pour vendre des pâtes. Et grâce aux centaines de machines qu'elle vend en ce moment, la société de Jean-Marc prévoit d'écouler près d'1 million de sachets de pâtes et de sauce d'ici la fin de l'année dans toute la France. Alors avec la crise qui sévit actuellement et nos modes de vie qui changent, comment notre consommation alimentaire est-elle touchée? Quels sont les nouveaux produits, mais aussi les nouveaux concepts de restaurants qui se développent actuellement? Bernard Boutboul, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez parfaitement le sujet, puisque vous conseillez des grandes chaînes de restaurants sur les attentes des Français en la matière. Alors, on voit que manger vite, pas cher et sain, c'est une tendance de fond. Est-ce que c'est une tendance qui date de très longtemps ou est-ce que c'est un phénomène que vous observez depuis quelques mois ou quelques années? Je dirais que ça a commencé à partir du moment où on a voulu se nourrir de plus en plus rapidement parce qu'on avait de moins en moins de temps pour la prise alimentaire du midi. La pause déjeuner se raccourcit de plus en plus. Le fait qu'on travaille de plus en plus en fait. On travaille de plus en plus et on veut surtout faire autre chose pendant cette pause déjeuner. Il n'y a pas que le fait de se nourrir. On a envie de faire une petite course, on a envie de rencontrer quelqu'un et on mange de plus en plus, je dirais, nomade et rapide. Ça veut dire quoi, manger nomade? Manger nomade, ça veut dire utiliser la vente à emporter. Les Français adorent la vente à emporter, avec une énorme différence par rapport aux anglo-saxons, c'est que nous, lorsque nous emportons, il faut absolument qu'on se pose quelque part plus ou moins confortablement pour consommer. Alors que les anglo-saxons sont plutôt manger et boire dans la rue, pas nous. D'accord. Est-ce que c'est un phénomène citadin, voire parisien, ou ça touche aussi des petites villes de province? Je dirais que évidemment c'est parti des grandes agglomérations, c'est descendu et ça descend de plus en plus vers les petites agglomérations. Il faut savoir que le taux de retour à domicile à Paris, par exemple, à midi, il est proche de 0. Le taux de retour à domicile à Limoges est de 60%. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, mais il était de 90% il y a à peine 5 ans. Ah oui, donc c'est en train de se transformer radicalement partout en France. Partout. Quoi. Nous rentrons de moins en moins chez nous nourrir. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus loin de notre domicile, donc nous avons besoin de nous nourrir à l'extérieur. Donc ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu en ce moment, dans cette période de crise, c'est les fast-foods. Les fast-foods, évidemment, récupèrent toute cette masse de population qui a besoin de se nourrir rapidement à des prix peu élevés. Alors,
On voit que dans les fast-foods, il y a plein de modes. Il y a eu la mode des hamburgers il y a 20 ans, les sushis plus récemment, et en ce moment, les bars à pâtes, hein, les restaurants de pâtes. Est-ce qu'il y a des nouveaux concepts qui arrivent, en plus de cela? Il y a des nouveaux concepts qui arrivent. Vous avez les bars à pâtes, mais vous avez aussi la restauration rapide, moyenne et haut de gamme qui est arrivée. Et puis, il faut savoir que... Ça, c'est quel type de concept? Plus frais, plus bio, plus zen. Faire du sandwich, quoi, en fait. Du sandwich, de la salade, de la soupe, de la quiche, du petit plat chaud, bref, quelque chose de plus haut de gamme. C'est 2 fois plus cher que la restauration rapide classique. Et puis eux, ils cartonnent. Et eux, ils cartonnent énormément. C'est pas paradoxal, ça, alors que justement, il y a une crise du pouvoir d'achat? Non, parce que eux travaillent avec des cadres et des cadres supérieurs qui descendent d'un cran ou de 2 crans vers le bas, chercher une restauration rapide de très haute qualité, mais parce qu'ils n'ont pas plus de temps que les autres. Là où avant, ces cadres ou cadres supérieurs allaient dans des restaurants plus chers. Tout à fait, plus cher, servi à table, pas toujours de très très bonne qualité. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un cran supplémentaire qui vient d'arriver, nos fameux 3 étoiles au guide Michelin, les stars de la cuisine mondiale, qui viennent d'ouvrir ces derniers mois leur sandwicherie. Ah, ils se lancent dans les sandwichs. Tout à fait. Et on va les trouver où, ces sandwichs? Et on va les trouver à Lyon, pour le Bocuse, Alain Ducasse à Paris et bien d'autres. En fait, ils veulent profiter de cette nouvelle tendance du manger vite et sain et pas cher. Ils veulent profiter de cette nouvelle tendance, mais ils veulent surtout montrer à tout le monde et à leur père qu'il est possible de manger rapidement et bien. D'accord. Pour les vieux troquets, comme on dit, ou pour les restaurants traditionnels, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire qu'eux trinquent davantage que les autres, ou ils arrivent malgré tout à se stabiliser? Ils ne se stabilisent pas du tout, puisque depuis l'été 2008, c'est une chute qui est de l'ordre de 10 à 20% pour certains. Pour les restaurants traditionnels? Pour les restaurants traditionnels. Alors, il faut dire qu'eux, par exemple, ils sont soumis à une TVA de 19,6, qui n'est pas la même que celle des fast-foods, qui est à 5,5%. Absolument. Donc il y a 2 poids 2 mesures d'une certaine façon. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que l'Europe vient de décider que chaque pays allait prendre son autonomie en ce qui concerne le taux de TVA. Donc aujourd'hui, la France va commencer à négocier son taux de TVA réduit pour la restauration servie à table. Et ça veut dire que le consommateur peut espérer une baisse de prix à l'avenir, justement, si la TVA baisse? On ne peut absolument pas le maîtriser. Oui, on ne peut jamais être sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un secteur où 90% du secteur, c'est un petit restaurant local. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, en attendant, pour ces restaurants-là, comment ils arrivent à survivre? C'est-à-dire qu'ils proposent des menus à prix cassé? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il se passe un phénomène qui est extrêmement curieux en France. Ça a été inspiré par un restaurant qui s'appelle Little Bay à Londres, qui a décidé il y a quelques mois de dire à ses clients: payez ce que vous estimez être juste par rapport à ce que je vous ai servi. La vague est arrivée en France et aujourd'hui, on a une restauration low cost qui est arrivée. Il y a des restaurateurs dans le sud de la France qui ont proposé des menus entrée, plat, dessert à 3,90 €. Mais ils perdent de l'argent à ce prix-là ou ils arrivent quand même à en gagner? C'est obligatoire de perdre de l'argent à 3,90 € sur une entrée, un plat, un dessert. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est 1 jour par semaine, parce que c'est pas tous les jours. Un jour par semaine de faire rentrer beaucoup de monde à 3,90 €, produit d'appel. Le problème, c'est que vous faites le plein le mercredi, parce que vous faites ça le mercredi, les autres jours de la semaine, ça remplit pas plus. D'accord, vous parliez d'un restaurant à Londres qui permet aux consommateurs de payer ce qu'ils veulent. Ça existe en France? Ça existe en France. Il y a un restaurant qui l'a lancé à Saint-Tropez. Il y a un restaurant qui l'a lancé également à Lille. C'est-à-dire que les gens dépensent quoi? Parce qu'a priori, on pourrait être tenté de rien donner, alors. Les 3 restaurateurs disent que les gens donnent à peu près 10% de moins que ce qu'ils auraient payé. Ce qui veut dire que les gens sont honnêtes et qu'on peut le tenter. Je préfère qu'on tente cette solution-là plutôt que de casser à 3,90 €. D'accord. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir. Alors, quand on parle du désir des consommateurs de vouloir manger vite, pas cher et sain, cette tendance concerne évidemment les repas qu'on prend à l'extérieur, mais aussi tous ceux que l'on prépare à la maison. Il faut dire que les Français consacrent de moins en moins de temps à cuisiner. Résultat, on consomme de plus en plus des produits simples et rapides à préparer, comme par exemple les poêlées de légumes, des poêlées qu'on trouve au rayon surgelé. Qu'elles soient provençales, alsaciennes ou forestières, on en trouve de toutes sortes et à tous les prix. Mais que contiennent exactement ces poêlées? D'où viennent les ingrédients qui les composent? C'est une enquête de Marie Ozna. Un pavillon en banlieue parisienne. Comme tous les mercredis, Isabelle rentre à la maison pour faire déjeuner ses 2 enfants.
Cette comptable n'a pas vraiment le temps de cuisiner et elle cherche toujours le moyen de se simplifier la vie. Aujourd'hui, elle le trouve dans son congélateur, une poêlée de légumes surgelés. La poêle chauffe, je mets dedans et dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est prêt. Ça, c'est génial. Pas de préparation, pas de temps d'attente. Des légumes déjà épluchés, découpés, pré-cuits et surgelés qu'il suffit de réchauffer. Cette fois, ce sont des haricots verts, des haricots beurre, des pois gourmands, une des recettes préférées d'Isabelle. Donc l'avantage de la poêlée, c'est un mélange de légumes qui n'est pas forcément de saison, que peut consommer correctement et puis à un prix relativement abordable. Des légumes bon marché, 3,25 € le plat pour une famille de 4 personnes. T'as combien ? La poêlée, une alimentation saine qui fait un malheur depuis quelques années, à tel point que les rayons des supermarchés regorgent de ce nouveau produit. Poêlée bretonne, fermière ou parisienne, pas moins d'une cinquantaine de créations, toujours plus originales. En 10 ans, la consommation de légumes surgelés a augmenté de 60%. Toutes les marques s'y sont mises et les prix ne cessent de baisser. Jusqu'à 2 € le kilo, été comme hiver. Alors, comment ces poêlées sont-elles fabriquées? Et quelles sont les méthodes des industriels pour vous proposer toutes sortes de légumes tout au long de l'année? Notre enquête commence en Bretagne, dans la région de Loudéac. Ici, à perte de vue, des champs de légumes. On trouve des épinards, des haricots verts, des brocolis. Et pour les 800 agriculteurs du coin, une seule adresse pour écouler leur production, Paysans Bretons, l'un des spécialistes de la poêlée de légumes. Une fois récoltés, tous les légumes comme ces haricots plats sont surgelés. Ils peuvent ainsi être conservés pendant 2 ans. Régis Pénarin est depuis plus de 10 ans le directeur marketing de cette entreprise de 500 salariés. Et pour lui, la fabrication industrielle d'une poêlée n'a plus de secret. On passe par là ? Il en sort 25 000 tonnes par an. Exemple avec cette recette destinée au supermarché. C'est derrière cette porte rouge que l'on trouve d'abord la matière brute. Donc dans cette poêlée, vous allez retrouver des tomates, vous allez retrouver des haricots plats beurre, des haricots plats verts, et dans le dernier stockage, du haricot vert et du haricot beurre. Donc l'ensemble va donner la recette finale de la poêlée de haricots paysans bretons. Seconde étape, à l'étage en dessous. La machine a été spécialement programmée pour mettre la quantité exacte de chaque ingrédient. Au total, la préparation d'une poêlée prend moins de 10 minutes, mise en sachet comprise. Grâce à ce rythme de production, Paysans Bretons est devenu l'un des leaders de la poêlée en France. Mais il a des concurrents qui lui livrent une guerre acharnée. Alors, pour garder sa place, un seul moyen, inventer sans cesse de nouvelles recettes. Nous sommes dans le laboratoire de l'entreprise. Ces ingénieurs ont une grosse pression, sortir une nouvelle poêlée tous les 2 mois. Ce jour-là, ils partent d'un classique, la poêlée de haricots. Elle se vend très bien, mais ils voudraient inventer une variante en lui donnant plus de couleurs. Après la cuisson, ils passent à la dégustation. Les haricots sont blanchis. On est assez homogène de toute façon en termes de... La première impression est bonne, mais ils ont très vite un doute. Si on imagine enlever les carottes, on gardera quand même de la couleur avec les tomates. On ne dissocie pas des tomates. Par contre, on a imaginé mettre des carottes dans le montage et ça va pas. Pour les ingénieurs, le plat ne paraît pas assez appétissant. Verdict, la poêlée est recalée. Pourtant, la marque sortira quand même 6 nouvelles recettes cette année. Et elle n'est pas la seule. Tous ses concurrents comme Bonduelle, Dossi ou Marie font de même. Aujourd'hui, la demande en légumes surgelés explose. Seulement, il y a un problème. Les récoltes en France ne suffisent plus. Alors, depuis quelques années, certains fabricants de poêlées ont dû trouver de nouvelles terres pour s'approvisionner. Dessert à perte de vue, ça ressemble à la France. Salade, champignons, tomates, brocolis, ici tout pousse et toute l'année. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais en Chine populaire, à 40 km de Shanghai. Autre surprise, l'un des plus gros producteurs de légumes du pays ne se trouve pas au milieu des terres, mais dans un gratte-ciel au 26e étage.
Et l'homme n'est pas chinois. Salut Yonis, tu vas bien? Il s'appelle Stéphane Arins, il est grossiste en légumes depuis 15 ans. C'est un des premiers à avoir vu l'incroyable potentiel agricole de la Chine. On commence au nord de la Chine, en bordure de la Russie. Beaucoup de fruits viennent de là, comme les fraises par exemple, les érelles. Et au nord, en bordure de la Corée, on produit aussi des fraises, des framboises et certaines catégories de champignons. Et c'est loin de s'arrêter là. Le panier à fruits de la Chine, c'est le Shandong. La plupart des fruits que j'exporte viennent de là. Fraises, brocolis, choux-fleurs, petits pois, il y a tout ce que vous voulez. Jusqu'à présent, Stéphane exportait surtout des légumes vers les États-Unis. Désormais, il veut s'attaquer à l'Europe et notamment à la France. Avec Marc, le responsable du marché européen, ils veulent trouver la poêlée qui va cartonner auprès du consommateur français. Pour ça, direction la banlieue de Shanghai, une des usines les plus importantes de la région. Ici, des fruits et légumes arrivent de toute la Chine et partent en permanence vers le monde entier. Masques, cagoules, blouses, les consignes d'hygiène sont plutôt strictes. Elles sont censées répondre à toutes les normes internationales. Peut-être vous pensez que ça c'est un peu trop excessif, mais si un de mes clients trouve un poil dans le produit fini, ça compte comme accord étranger et le produit peut être rejeté. Ce jour-là, 50 ouvriers découpent du brocoli à la chaîne. Ils sont payés 130 € par mois. Des gestes précis et minutieux, c'est ce savoir-faire que Stéphane recherche. C'est une belle coupe régulière de brocoli qu'on ne peut faire qu'à la main. Si vous faites ça avec une machine, comme en Espagne par exemple, vous n'aurez jamais cet aspect régulier. C'est l'avantage de les acheter dans un endroit où la main-d'œuvre n'est pas chère. Ces brocolis seront livrés au marché japonais dans quelques jours. Pourtant aujourd'hui, ce n'est pas ce légume qui intéresse Stéphane. L'objet de ce rendez-vous se trouve dans cette boîte que lui présente l'un des directeurs de l'usine. Ce sont des brochettes de légumes. Attends, on va les sortir. Voici les premiers prototypes. Ici, on en est très fiers. Les Chinois les produisent en un temps record. On les fait en 20 secondes. 20 secondes? Ah, dites donc, j'ai essayé, j'ai mis 1 minute 30. Avec ces brochettes, Stéphane va tenter une percée sur le marché français. Elle ne lui coûte que 18 centimes d'euros à produire et il espère bien les revendre 3 fois plus. Mais encore faut-il que les prototypes fassent l'affaire. Et quand vous les avez faits, tout était frais? Oui. Ouais, il n'y avait rien de congelé. Un des critères les plus importants pour les deux occidentaux, c'est l'impact visuel de la brochette de légumes sur les consommateurs. Que penses-tu de la tomate? Elle n'est pas très ronde, hein? Non, mais tu ne trouveras pas de tomates rondes en Chine. Elles sont toutes difformes. Et là, c'est pas un peu serré, là, les brochettes? Non, c'est très bien comme ça. Finalement, Stéphane est satisfait et il lance déjà les premières commandes. La production se fera en décembre, janvier, février, pour arriver chez le client en mars dans ses points de vente. Avec ces brochettes, Stéphane espère gagner beaucoup d'argent. Il projette d'en vendre 2 millions en Europe d'ici à la fin de l'année. Et aujourd'hui, ce genre de succès aiguise tous les appétits. Des aventuriers du monde entier débarquent en Chine pour exploiter la nouvelle manne que représente l'agriculture. Exemple, Erwan Cariou, 33 ans, ancien cadre dans l'agroalimentaire en France. Il a tout plaqué il y a 5 ans pour partir en Asie. Je suis parti avec mon sac à dos, j'ai démarré mon aventure en Thaïlande et la Chine est arrivée par la suite parce que les Thaïlandais utilisaient de la matière première venant de Chine, donc autant aller à la source. Ce jour-là, avec son assistant Léo, il est à la recherche de haricots verts pour le compte d'un client français. Ils ont des stocks disponibles? Des haricots verts? Oui, je pense.
En ce moment, ce légume s'arrache et son prix flambe. En un an, il est passé de 700 à 900 $ la tonne. Pour Erwan, il s'agit de négocier le meilleur tarif. Aujourd'hui, le haricot vert a été pris d'assaut, les récoltes ont été mauvaises. Pour qu'on soit bien placé, il faudrait qu'on puisse les avoir à 800 $. Et pour obtenir ce bon prix, le Français compte sur ses bonnes relations avec le directeur de cette énorme usine d'État. Il le connaît depuis 2 ans. C'est Monsieur Sun. Et dès l'arrivée, bonne nouvelle. On présente à Erwan des haricots verts, du premier choix selon lui. Du coup, il se prendrait presque pour un vrai maraîcher. Je sais pas si vous avez des haricots verts de chez votre grand-père. En fait, on retrouve ce goût-là. Et le produit a été pourtant surgelé avant. Alors quand on le casse, la structure en dessous, derrière on ressort pas d'eau. Donc ça veut dire que la surgélation est bien faite. Et au niveau du goût, le goût est bien resté. La qualité semble bonne, mais il veut être sûr que ses fournisseurs ont assez de marchandises en stock. Impossible pour nous de filmer dans les entrepôts. Monsieur Sun veut préserver l'anonymat de ses clients. Mais à travers la porte, nous comprenons qu'Erwan arrive un peu tard. D'autres acheteurs sont passés avant lui. C'est pour qui tout ça? Les Hollandais? Les Coréens? Le Japon? Vous n'avez pas de clients français? Ok. Pour le jeune entrepreneur, il est toujours très difficile de savoir s'il a des concurrents français, car ils ne veulent jamais avouer qu'ils s'approvisionnent en Chine. En France, le problème est beaucoup plus tabou que dans le reste de l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de la restauration et des consommateurs eux-mêmes vis-à-vis des produits qu'ils achètent. Ils ne veulent pas admettre que leurs produits peuvent venir de si loin. En particulier, les produits qui viennent de Chine souffrent d'une publicité qui malheureusement n'est pas très positive. Le client français d'Erwan a absolument besoin de haricots verts. Alors, il faut négocier le prix autour d'une table. On va avoir besoin de 50 tonnes d'haricots verts, minimum. 100 tonnes si possible. Et il faut savoir s'ils ont des stocks. Léo prend la relève, il traduit, car Erwan ne parle pas chinois. Les haricots verts de l'année dernière ont déjà été vendus. Il faut attendre les nouvelles récoltes qui commencent en juin. Le prix du marché, c'est à peu près 880 $? 900 ? C'est 20 $ de plus que la dernière fois. 900. 900 $ la tonne de haricots verts, alors qu'il espérait ne pas dépasser 800. C'est beaucoup trop cher. Le Chinois croule sous les demandes, il ne veut même plus négocier. Fin de la discussion. Erwan n'a plus qu'à compter sur le temps pour que Monsieur Sun évolue. Pour le prix, on en rediscute. Je connais votre flexibilité. D'abord, il faut une collaboration à long terme avec le client. Et puis, entre les nouveaux et les anciens clients, il y a des tarifs différents. Le Français repart sans ses haricots verts. Il doit absolument trouver moins cher. Et dans la région du Shandong, il connaît d'autres usines aux tarifs plus attractifs. Par exemple, dans la petite ville de Lexi. Seulement là, on sort carrément des sentiers battus. Et Erwan veut absolument évaluer le risque, car il n'est pas prêt à tout. Cette fois, il a rendez-vous dans l'usine de Monsieur Tiansu. On va directement visiter l'usine ? Et il va accorder la plus grande attention aux moindres détails. Aujourd'hui, l'usine conditionne des carottes à destination du Japon. A priori, la production semble en règle. Pourtant, il y a un petit problème. Les épluchures sont au sol et ils commencent la découpe du légume donc en rondelles sur les mêmes tables où ils ont épluché ou juste à côté. Normalement, on doit éplucher les légumes et ensuite les préparer, les découper dans une salle différente. Salle suivante,
autre mauvaise surprise. Des canalisations rouillées et un sol sale, tout ça à quelques mètres de carottes sur le point d'être cuites. Il n'y a qu'à voir, il n'y a pas de... La vapeur reste dedans, il n'y a pas d'évacuation d'air, le sol est pas propre. Les machines utilisées sont visiblement pas en très bon état non plus. Que risque la carotte par rapport à ça? On parle d'une contamination, d'un risque bactériologique en fait. Dans les stocks, la température est bien respectée, mais les marchandises, elles, sont dans une belle pagaille. Des caisses entassées jusqu'au plafond et certaines sont même éventrées. Pour Erwan, ici, rien ne va. Et pourtant, la production de cette usine part aux États-Unis, en Russie et au Japon. À la sortie, Erwan est mal à l'aise, il est pressé de partir. Vous leur demandez pas le prix? Non. Parce que alors là, c'est pas la peine. C'est-à-dire Ok, c'est super. Le Français n'en dira pas plus, mais il ne fera pas affaire ici. Retour en ville à Qingdao. Ces visites d'inspection dans les usines permettent d'éliminer une partie des risques sanitaires, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des dangers invisibles, alors pour les déjouer, Erwan fait appel à un laboratoire d'analyse. Il fait régulièrement tester des échantillons de légumes, ici, chez cet Anglais, Peter Lidam. Ce sont des fruits de mer que vous êtes en train de tester? Il y a aussi de l'ail et des poivrons. Bonjour. Aujourd'hui, il vient chercher le résultat d'un examen sur un lot de tomates pour un client français. Ça, c'est un de vos tests sur les tomates. C'est le résultat des macro-tests. C'est plutôt bien. Erwan a fait réaliser une quinzaine d'analyses. Ni salmonelle, ni listeria, la tomate est saine. Mais une fois sur 10, il y a un problème. Exemple avec un lot de poivre à destination du Danemark. Alors, ce rapport fait apparaître pas mal de pesticides. On a atteint la limite. On a tout testé et le niveau de pesticides est 5 fois supérieur à la normale. Et que va-t-il arriver à ce stock? C'est un nouveau rapport. Mais c'est à l'acheteur de décider. C'est une grande marque, alors j'imagine qu'ils ne vont pas acheter la marchandise. Pour garantir le maximum de sécurité, le jeune exportateur voudrait faire tester ses marchandises en Chine avant le départ, aux frais de ses clients. Mais la batterie de test coûte 1 500 € par container et la plupart de ses clients refusent. C'est difficile de les convaincre. Encore une fois, on est sur un marché qui est pas très rémunérateur. Donc les marges sont importantes, tous les points de marge se comptent. Et certains acteurs sur le marché ne sont pas prêts à se couper de 1 ou 2% de leur chiffre pour se garantir des services comme cela. La plupart des industriels français affirment faire réaliser des tests, mais à l'arrivée, en France. À ce jour, aucun incident alimentaire lié aux légumes chinois n'a été recensé dans notre pays. Aujourd'hui, 10% des légumes surgelés consommés chez nous proviennent de Chine. Pourtant, étrangement, le consommateur l'ignore la plupart du temps. Par exemple, ces 2 poêlés contiennent des ingrédients chinois. Mais cela ne figure nulle part sur l'emballage. Au dos, juste un code anonyme de fabrication ou bien l'adresse d'un simple service commercial. Mais aucune trace de la provenance des ingrédients. Pour l'instant, la loi n'oblige pas les industriels à le faire, mais cela devrait changer. La Commission européenne planche actuellement sur un nouveau système d'étiquetage. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Jean-Bernard Schmitt, Christophe Brûlé, Thibaut Formery, Emmanuel Leclerc, Capucine Petre et Laurent Renaudy. Dans 15 jours, nous vous proposerons une émission exceptionnelle, une émission anniversaire, puisque ça fait désormais 15 ans que Capital est diffusé tous les 15 jours, le dimanche soir, en prime time. Commerce, logement, job, environnement, finance et même crise mondiale, nous allons vous raconter toutes les transformations que vous avez vécues pendant toutes ces années. 15 ans de Capital, ce qui a changé pour vous, c'est le thème de notre prochain numéro, dans 15 jours. Tout de suite, enquête exclusive, bonsoir et bonne semaine.